Jérôme Urvoas, et de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler d'écosystèmes humains durables. Et donc, comment les cultiver? Donc, c'est mon propos, c'est mon intention, en tout cas de partager avec vous ce que j'essaie de faire depuis une vingtaine d'années. Alors, depuis une vingtaine d'années, on ne verra pas tout à fait, puisque j'ai appris au fur et à mesure et j'apprends encore tous les jours. Tout d'abord, ce que je vous propose, avant de démarrer, c'est d'applaudir tous les sponsors grâce à qui nous pouvons être là. Et ce que je vous propose, c'est d'applaudir encore plus fort ceux qui sont en orange et en gris également. Donc, tous les gens qui organisent ce type d'événement et qui sacrifient une partie de leur temps disponible, y compris les mineurs que leur papa exploite. Je vais revenir sur les notions donc, de forum des partenaires. Il y a ça pour la première fois à l'AG Tour Bordeaux. Donc au sortir de la session, vous pouvez les rencontrer. Et pour ceux qui reviennent demain après-midi, vous aurez l'occasion. C'est toujours sympa d'échanger, de faire du networking, de découvrir donc, ce qui se fait sur la région. Et bien sûr, je vous incite à partager les uns avec les autres. J'aime bien commencer mes conférences par une devinette. Donc ma devinette, voilà, c'est une citation. « On ne peut pas transformer durablement sans comprendre le vivant ». À votre avis, qui a pu partager cette phrase? Allez, un indice. Qui est ce monsieur? Edgar Morin. Donc, j'aime bien cette notion, et je l'évoquais tout à l'heure sur le Pitchfire. Souvent, quand on parle transformation agile, rapidement, on parle outils, on parle méthodo, on parle process, on parle consulting, on parle rôle. Mais je pense, et je suis fondamentalement convaincu de ça, le plus important quand on fait de la transformation, c'est comprendre les mécanismes humains. Donc, la systémie, la sociologie, autant de notions qui me paraissent essentielles pour... Et j'aime pas cette notion donc, de conduire le changement, je préfère cette notion de cultiver le changement et la transformation. De quoi je vais vous parler? Alors, je vais me présenter en quelques mots. Donc, le jardinier, c'est moi, Jérôme Urvoas. Je reviendrai rapidement sur ce que je considère comme l'épuisement des approches classiques. On fera, j'allais dire une embardée, ce n'est pas le bon mot, mais une incursion donc, dans certains domaines, ceux que j'ai pu citer en préambule, donc systémie, robustesse, antifragilité. Et après, on en viendra à mon propos. Donc, j'essaierai de vous parler de ce que moi j'appelle l'agilité régénérative. C'est un ensemble de principes et d'axes qui peuvent être, en tout cas pour moi, appliqués. Et j'essaierai donc de vous donner des exemples au fur et à mesure et de finir sur un exemple complet. Une transformation culturelle qu'on mène depuis 3 ans dans un groupe international en utilisant toutes ces méthodes qui sont issues de l'agilité, mais pas que. Et je finirai par une invitation. Est-ce que ça vous convient? Ok, je continue. Autrement, j'aurais arrêté. Donc, le jardinier, jardinier en organisation, donc Jérôme Urvoas, moi je suis coaching et change management director. Alors, c'est un titre pompeux, ronflant, pour dire que j'essaie d'accompagner l'entreprise dans laquelle je travaille depuis 20 ans pour mettre en place à la fois de l'agilité et ce qu'on appelle de l'apprenance, c'est-à-dire une capacité à pouvoir s'adapter. Donc, je travaille chez Electra, c'est une entreprise qui est leader mondial sur son marché, qui fournit des solutions technologiques et plein de logiciels différents. On a fait énormément de rachats. Et donc, depuis une vingtaine d'années, on est confronté à plein de transformations. Et je ne l'ai pas précisé, moi je viens du monde du développement logiciel. Il y a 20 ans, j'étais responsable d'équipe de développement logiciel et on a expérimenté l'agilité. Et voilà, de fil en aiguille, j'en suis venu à devenir coach, pas que agile. Moi je suis coach pro et je fais également de la formation à l'IAE à Bordeaux autour des notions de coaching collectif. Et j'interviens sur des problématiques de transformation pour l'école polytechnique, qui a une certification sur cette partie. Et je donne des conférences. Pourquoi? Parce que j'aime partager, j'aime recevoir et j'ai commencé il y a 10 ans ici et là ça doit faire la 52e ou la 53e, je ne compte plus. Et c'est la première fois que je joue cette conférence. D'où je viens rapidement, je vous ai dit j'ai démarré en 2005, comme tout le monde a commencé par... Moi j'ai commencé par l'extreme programming. J'ai découvert l'extreme programming en 2000, c'est un collègue qui revenait des États-Unis, donc on était en start-up, ensuite Scrum, Kanban. J'étais fan de Martin Fowler. Donc du refacto, je suis passé au manifeste agile, des managements visuels, des rétrospectives, notions d'agilité à l'échelle. On introduit plein de notions. J'en suis venu à m'intéresser à des mécanismes d'intelligence collective et d'émergence, comme le forum ouvert,
des choses comme le Serious Game. Je me suis beaucoup intéressé au management 3.0. J'ai croisé un monsieur qui a marqué ma pratique, qui s'appelle Laurent Sarrazin, donc qui faisait la promotion du management 3.0 en France, du Solution Focus, de l'Appreciative Inquiry. Je me suis formé au coaching professionnel il y a un peu plus de 10 ans et voilà. Et depuis une dizaine d'années, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est champ de la systémie, depuis quelques années à la sociologie. Et je crois que tous ces mécanismes-là, je reviendrai dessus, permettent d'amener des choses qui, pour moi, sont essentielles quand on travaille donc avec des humains. Donc, en entreprise, c'est avant tout des humains, ce n'est pas que de l'intelligence artificielle, en tout cas pas encore. L'épuisement des approches classiques. Est-ce que vous savez ce que recherchent les entreprises en mettant en place de l'agilité, souvent? De l'efficacité, ouais. De la productivité, oui. De la performance. L'efficience, donc on a vu tout à l'heure pertinence, c'est une définition qui était donnée sur le keynote. Et de la valeur. Voilà, de la valeur. Donc de la valeur pour les clients, mais pour faire gagner donc, de l'argent à l'entreprise et pour garantir sa survie également. Donc, ce qui est sous-jacent, donc, quand on va mettre en place ce type de mécanisme, c'est qu'il va y avoir une recherche donc, de performance. Donc, la recherche de performance est nécessaire. La problématique, c'est qu'à trop rechercher donc, la performance, y compris en conduisant la transformation, le risque, c'est de se départir de choses qui, de prime abord, peuvent paraître inutiles. Donc, comme les relations humaines, comme des temps qui sont des temps non productifs. Moi, j'ai beaucoup fait de lignes il y a une quinzaine d'années. Il y a un truc qui s'appelait l'analyse temps vert, temps rouge. On appelait ça VSM. Et l'idée, c'était de mesurer tous les temps productifs. Alors, c'est super, hein, au début, vous gagnez beaucoup de temps. Tous les temps rouges et inutiles, vous les supprimez. Mais avec du recul, ce qu'on se rend compte, c'est que ces temps rouges permettaient donc d'avoir d'autres choses. Ça faisait du transfert de compétences, ça faisait de la cohésion donc, au niveau de l'équipe. Et malgré tout, ces mécanismes étaient utiles. Alors, pas dans le quotidien, mais quand on était confronté donc, à des crises, ça devenait problématique. Je vais prendre un exemple très concret. Donc, crise Covid, je pense que tout le monde l'a connu, donc il y a 5 ans. On avait un débat sur le télétravail. On avait commencé des réflexions au niveau de 3 directions du groupe pour faire du télétravail. C'est des ateliers que j'avais conduits, donc avec les RH, et finalement la décision avait été prise de ne pas y aller. Donc quelque part du temps perdu, du gaspillage. Mais malgré tout, le fait d'avoir fait ces ateliers, d'avoir anticipé comment on pouvait travailler, le jour où on est passé du jour au lendemain, donc en télétravail avec la crise Covid, les 3 départements qui ont continué à fonctionner sans quasiment d'impact, c'est les 3 qui avaient conduit ces ateliers qui s'étaient préparés. Les autres ont été en vrac complet, parce que le système n'était pas optimisé, conçu, ou en tout cas, il n'y avait pas de robustesse, je reviendrai sur ce mot-là, pour pouvoir passer et s'adapter à d'autres modes de travail. Ce qu'on a souvent dans les transformations, les premiers termes auxquels on va penser, c'est notions, comment on va définir une cible. C'est comment on va contrôler, comment on va mesurer. On va rentrer dans une planification. Il y a un truc qui est formidable, c'est quand... Donc moi, j'ai connu l'agilité au début, dans les années 2005, c'était vraiment les devs pour les devs. Et on était vraiment sur cette notion donc, de planification donc, par sprint. Et il y a un truc qui s'est invité, qui est les PI planning, la planification donc, à 3 mois. Et ce que j'ai vu, en tout cas c'est ma perception et le sentiment que j'ai, c'est ce truc-là a remplacé donc, les roadmaps, les plannings que l'on avait, les Gantt et même parfois les pertes avec les dépendances. Tout le monde sait ce qu'est un diagramme de perte, ouais. Donc voilà, c'est les dépendances. Et en tout cas, dans la philosophie, je pense qu'on a perdu quelque chose de vue. Là où l'exercice il est vertueux, hein, il vise à identifier les dépendances, à dialoguer et autres, c'est un mouvement de fond que j'ai pu constater et le retour de cette planification. Et les process. Alors, je ne sais pas si vous en faites, mais le truc qui est à la mode dans notre entreprise, maintenant, on voit arriver des RACI avec le Scrum Master, le PM, le PO, le manager, le Tech Lead. J'ai plus de rôles que de membres dans les équipes, dans certaines équipes. Donc, avec un cumul des rôles. Je pense qu'on a perdu des choses. Alors, c'est peut-être parce qu'on est en France, hein, le pays des process. Au final, et ce que je peux constater, c'est avec ces notions de contrôle, de planification, de process, et pas que, il ne faut pas faire de raccourcis. Il y a un paradoxe. On a parlé de l'agilité, c'était fait au début pour la performance, il y avait également une dimension bien-être qui était recherchée, des rythmes soutenables. Et pourquoi dans des entreprises ou des endroits donc on met en place de l'agilité, on a du burn-out?
On a du désengagement, la perte de sens, une complexité qui devient écrasante alors que le propos même de l'agilité, c'est de faire simple. Comment on en arrive là? Comment, en partant dans une problématique donc, de changement qui vise à avoir une adaptation la plus fluide possible, on crée de la fatigue au lieu de créer de l'énergie? Et oui, on pourrait penser effectivement les plans rassurent, mais d'un côté, alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas de plan du tout, mais un plan, ça n'a jamais fait pousser donc, des plantes, ça n'a jamais fait grandir des personnes. On ne fait pas grandir des personnes comme les plantes en tirant dessus ou en comprimant donc, des plants. Donc, en synthèse, moi j'en suis arrivé, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il n'y a jamais une organisation qui est morte de ne pas avoir de plan ou de process. Par contre, ce que je vois, c'est quand cette flamme, cette envie, cette énergie s'étiole, les entreprises peuvent péricliter, des départements, des équipes. Et je pense que c'est ça qui, quelque part, peut faire mourir donc, certaines parties de l'organisation, voire des entreprises entières. C'est ce manque de vitalité. Donc, tout mon propos et mon intention, c'est de parler donc, de ces notions de vitalité, de voir comment donc, on peut la nourrir, comment on peut la régénérer. L'invitation que j'aimerais vous faire, c'est à changer de regard. Et essayer de se tourner vers le vivant. Pourquoi se tourner vers le vivant? En tant que collectif humain, on est un écosystème, en interdépendance les uns avec les autres. On est un système qu'on qualifierait de complexe. Complexe dans le sens, si j'interagis avec un membre de l'équipe, je ne peux pas prédire quel va être le comportement des autres membres de l'équipe. Ou même, c'est illusoire de penser j'interagirai avec quelqu'un que ça n'aura pas d'impact sur le reste de l'équipe. Comme dans le vivant, comme dans une forêt, comme dans un groupe humain, que ce soit des enfants ou des adultes. Donc, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est un ensemble de ressources qui m'ont nourri. Le premier, c'est l'approche systémique. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'approche systémique, mais s'il y a une chose donc, à retenir, il faut voir les collectifs humains comme un ensemble d'éléments qui sont constamment en interaction et qui, quand les choses sont bien faites, vont poursuivre un objectif qui va être commun, même si les objectifs peuvent être multiples. Et ils vont interagir les uns avec les autres. Et qu'est-ce que ça va changer dans la façon donc, de piloter ou d'interagir avec ce collectif? On ne va plus s'intéresser à manager uniquement une seule personne. On va s'intéresser aux interconnexions, aux relations entre les personnes. Comment elles évoluent donc dans le temps? On va essayer d'observer les comportements qui émergent. Et pas uniquement piloter de façon statique avec des grilles de compétences. Et on va essayer d'identifier les leviers de changement. C'est-à-dire les choses qui peuvent, quelque part, vous allez interagir et vous allez voir dans votre interaction ce que vous générez, est-ce que ça va dans le bon sens ou pas. Et l'idée, c'est de piloter comme ça. L'approche systémique, ce n'est pas un truc qui est nouveau. Donc, j'ai mis les débuts en 1930 avec tout ce qui était cybernétique. J'ai mis 1980, mais ça bouge et ça continue à bouger encore. La dame que vous voyez là, si ça vous intéresse, elle a écrit, s'il y a un livre à lire en approche systémique, le livre par lequel commencer, c'est celui-là. Pour une pensée systémique. Elle a fait de la vulgarisation sur le sujet. La deuxième, je vous ai posé la question, c'est les 5 disciplines. C'est un monsieur qui s'appelle Peter Senge qui a mis ça en place. La première des disciplines, c'est la maîtrise personnelle. Son propos, c'est de dire, commencez par vous, si vous voulez développer une culture de l'apprenance. Avoir une conscience des modèles mentaux, c'est la façon dont vous fonctionnez de façon préférentielle, c'est tous vos biais. La troisième, c'est avoir une notion de vision partagée. Si vous voulez que le collectif avance, si vous voulez que le collectif change et se transforme, c'est bien de partager une même représentation de l'avenir et encore plus important, que chaque membre de l'équipe puisse retrouver un bout de vision qui est important pour lui. Le contre-exemple, c'est la vision qui descend de la direction et qui doit être implémentée telle qu'elle. Vous n'aurez pas de personnes engagées si vous faites ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer des interactions et d'essayer de co-créer ou d'enrichir ensemble. Bien sûr, vous avez une vision de la direction, une vision stratégique, mais déclinez-la, ayez des temps d'échange avec. L'apprentissage en équipe, donc dans l'agilité, on connaît bien ça, c'est tout ce qui est mécanisme de rétrospective. Dans le Lean, ça va être du Kaizen, où c'est temps, on a une prise de recul pour apprendre ensemble. Et le dernier, c'est la pensée systémique. Je reviens donc au point précédent. La notion de robustesse, vous avez un monsieur Olivier Hamon que depuis 1 an et demi, on le voit de plus en plus sur les conférences.
peut-être qu'un jour il viendra en keynote donc à Bordeaux. Son propos, c'est de dire, c'est l'introduction quelque part que je vous ai fait autour de la performance. À trop rechercher donc la performance, on va en devenir fragile. Le risque, c'est de tout optimiser. Et le jour où vous avez un imprévu, alors certes, vous êtes optimisé, mais quand vous avez l'imprévu, vous n'avez plus les capacités ou les circuits qui vous permettent d'y réagir. L'exemple, il y a 5 ans, est-ce que vous vous rappelez de l'incident qui est arrivé dans le canal de Suez? Le bateau qui restait coincé. Donc nous, on a été affectés par ça. On a des pièces détachées qu'on fait venir de très très loin, même si on source localement. Mais on s'est retrouvé sans ces pièces détachées parce qu'il y a un bateau qui était coincé dans le canal de Suez. 3 mois de retard. On n'était pas prioritaire sur les autres. C'est un exemple. À vouloir vraiment optimiser les flux de passage dans le canal de Suez et les routes maritimes, on est devenu fragile. Vous avez plein de podcasts qui sont accessibles de ce monsieur. Le deuxième, c'est l'antifragilité. Donc, c'est un concept qui a été développé par Nassim Nicolas Taleb. Le bouquin n'est pas super accessible, mais la notion n'est pas si... en tout cas, il y a des principes de cette notion qui le sont. Son propos, c'est de dire qu'un système qui est soumis donc, à des agressions ou à des aléas peut en arriver à devenir plus robuste, plus solide. Donc ce propos, c'est de quelque part accepter donc, de confronter donc, le système à des difficultés. Et c'est comme ça que le système va s'éprouver et devenir de plus en plus solide. J'utilise volontairement pas le terme de résilient. La résilience, c'est encore autre chose. C'est dépasser donc, des difficultés. La dernière, c'est la notion de permaculture humaine. Donc souvent, on pense à la permaculture, c'est la permaculture agricole. La notion de permaculture humaine, vise à designer des collectifs humains en essayant donc à la fois d'être respectueux donc, des personnes, respectueux donc, de l'écosystème, c'est-à-dire de la terre et des ressources, et d'avoir une juste production, une juste répartition donc, des choses. C'est une dernière notion qui m'a fortement inspiré. Moi, j'ai rencontré d'ailleurs depuis Bernard Alonso, qui est à l'origine, et je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui résonne par rapport à l'ère du temps, en tout cas par rapport à cette notion de durable. Donc toutes ces notions-là, complétées par des années de pratique, c'est ça qui a façonné quelque part ma pratique et m'a conduit à essayer de théoriser, c'est un bien grand mot, mais en tout cas d'essayer de poser ces concepts que j'ai regroupés sur la notion d'agilité régénérative, que vous trouverez par ailleurs, hein, c'est utilisé dans les pays anglo-saxons, avec des choses qui sont très approchantes. C'est la fin de la théorie. Hein. La définition, je vous ai posé une définition, ce que moi j'appelle l'agilité régénérative, c'est une approche du changement qui se veut durable, qui est fondée sur des principes systémiques et écologiques du vivant, et elle a pour ambition de renforcer et régénérer au sein des organisations et des collectifs les dynamiques de coopération, le sens et la vitalité. Donc, c'est quoi pour vous la régénération ? Il y a Olivier, on en a parlé ce matin, c'est son renew. La notion de régénération, c'est la capacité d'un système, donc par lui-même, donc de maintenir les conditions qui vont faire qu'il va rester vivant, qui va continuer au moins à survivre, à s'adapter et voire éventuellement à accroître. Donc souvent on pense à la transformation à court terme. Vous avez des consultants qui viennent, qui souvent sont payés très très cher, qui vont venir 3 mois, 6 mois. Vous pouvez même avoir des améliorations à court terme, mais au final, quand on repasse 1 ou 2 ans plus tard, dans plus de la moitié des cas, le soufflet est retombé. Donc le propos, c'est comment on peut bâtir, créer, optimiser un écosystème pour qu'il puisse par lui-même continuer donc, à s'améliorer. Donc là, l'idée, c'est de régénérer le sens. Qu'est-ce que j'entends par régénérer le sens ? Pareil, souvent, je vous ai parlé de vision qui est descendante. Il y a quelque chose qui, pour moi, est utopique, c'est le sens. On ne le définit pas une bonne fois pour toutes. Quand vous travaillez sur un produit, vous avez des fonctions, un produit, vous êtes en start-up, vous pensez toucher un marché, souvent il y a des pivots, le sens il va bouger. Dans les problématiques que j'accompagne en ce moment, on est parti sur une transformation culturelle. La transformation culturelle, c'est parce qu'on changeait de business model.
On passait vers du SaaS. On changeait de stack techno. Donc l'idée, c'était de faire évoluer la culture pour aller vers du SaaS. Mais en cours de chemin, on a racheté nos concurrents américains, numéro 2 mondial. Donc le but, c'était toujours de faire culture commune. Mais le sens, il était tout autre. Il était donc comment on réussit donc, à partager une même culture avec nos collègues américains. Donc ça bouge. Donc déjà, la première des choses, c'est apprendre dans un système régénératif à revisiter ce sens régulièrement. Et surtout, retrouver ce que j'appelle une finalité humaine. Ce n'est pas le sens, ce n'est pas la belle histoire qu'on raconte à nos clients. C'est qu'est-ce qui va faire vibrer les gens dans le collectif. Et bien sûr, ça bouge dans le temps. Les équipes, elles peuvent évoluer, les enjeux, ils évoluent. Donc comment on le revisite régulièrement? Et avec quelque chose qui, pour moi, doit être fondamentalement ancré et tourné vers l'action. Le sens seul, donc au niveau du cérébral ou émotionnel, sans avoir de l'action derrière, ça ne sert à rien. Régénération des relations. On est sur un collectif humain. Alors déjà, une équipe dans l'entreprise, ça bouge. Il y a des entrées, il y a des sorties, il y a des gens qui changent de département, il y a des démissions. Mais même dans un collectif établi, il y a des crises. Il peut y avoir des crises relationnelles. Donc ça nécessite, donc, au niveau de l'organisation, pareil, d'impulser ça, constamment d'avoir cette hygiène de la relation, de prendre du temps pour ajuster. Ça doit être quelque chose qui doit être primordial. Alors oui, si on veut être prescriptif, c'est dans la rétro, mais je pense que c'est bien plus global que ça. Ça doit être une intention quasiment de tous les moments. Et donc ça nécessite de cultiver la confiance, l'écoute et le lien. Et la dernière chose, c'est régénérer donc les systèmes. Le système équipe, mais également le système entreprise. Comment on le nourrit? Et pour moi, ça vient avec comment, au niveau de l'équipe, au niveau de l'organisation, on crée un écosystème qui est en capacité d'apprendre par lui-même. Comment on l'expose donc à des mécanismes ou à ce que j'appelle des bordures qui vont mettre en contact avec d'autres systèmes qui vont lui permettre de voir arriver de nouvelles connaissances et de s'adapter en permanence. Et c'est ça qui va permettre aux gens à l'intérieur de s'adapter. Si votre système il est clos et qu'il y a un événement extérieur qui arrive comme le Covid, il n'arrivera pas à s'adapter ou il aura des difficultés. Donc il y a des porosités à organiser autour de ça. Donc pour moi, c'est les 3 axes. Régénération du sens, des relations et des systèmes. Et j'en viens aux propos concrets. Mais pour moi, il y a 5 grandes choses à faire. La première, c'est observer avant d'agir. La deuxième, c'est créer les conditions de vie. La troisième, c'est accepter les cycles. La quatrième, c'est favoriser les synergies. Et la dernière, c'est créer une spirale d'apprentissage. Je vais revenir sur chacune de ces notions. Observer avant d'agir. Alors c'est la base, mais tout commence par quand vous arrivez en contact donc avec une nouvelle équipe, que vous l'intégriez ou que vous l'accompagniez, et parfois c'est contre-intuitif. Quand on vous appelle, si vous êtes coach agile, Scrum Master, tout de suite vous avez envie de démontrer, vous avez envie d'apporter de la valeur. Je vous ai parlé de permaculture tout à l'heure. En permaculture, si vous faites de la permaculture agricole dans votre jardin, il y a une préconisation. Est-ce que vous savez combien de temps il faut observer avant de planter? 1 an. 1 an, un cycle complet. C'est de voir toutes les saisons. Alors, je ne dis pas que si vous êtes coach et que vous avez une mission, de rester pendant 1 an comme ça à regarder les gens, ça va être compliqué. Mais prenez le temps de voir la nature de l'environnement, d'avoir une compréhension, c'est quoi la culture donc des personnes, comment les gens évoluent, c'est quoi leurs envies, c'est quoi leurs besoins, comment ils interagissent au quotidien, quels sont les comportements. Alors le piège, c'est l'interview. Donc moi, du coup, j'enseigne à l'IAE sur un master de coaching pro, sur du collectif. Et à chaque fois, donc, quand j'ai fait mettre en pratique, ils me disent tous, j'interviewe tout le monde. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas interviewer tout le monde, mais vous avez intérêt à croiser avec vos observations. Pour moi, ce qui est beaucoup plus pertinent, c'est de les regarder interagir. Parce que ce qu'on va vous déclarer est ce qui est fait. C'est comme les specs ou c'est comme les règlements d'entreprise. Le plus important, c'est le comportement. Je vous ai parlé de systémie, et en systémie, on va s'attacher au comportement, l'observation.
Et donc le propos dans le Lean, c'est une pratique qui s'appelle le Gemba. C'est les managers ou les observateurs vont directement voir in situ donc les équipes. Ça, pour moi, en transformation, c'est quelque chose qui est primordial. La troisième chose, dans l'observation qui va être intéressante, il y a un concept dans la nature, on appelle ça les plans pionnières. Quand vous avez un incendie, on a eu ça sur le bassin, ou quand vous avez un changement d'écosystème, un réchauffement, vous allez voir apparaître donc, ce qu'on appelle les plantes pionnières, celles qui repoussent ou qui apparaissent les premières. C'est la même chose dans une organisation. Alors, je pense que maintenant tout le monde a été exposé à l'agilité, mais il y a une vingtaine d'années, on arrivait donc pour la première fois et il y avait des personnes qui avaient des comportements qui résonnaient par rapport à une mise en place de l'agilité. Donc des gens qui étaient dans la collaboration, des gens qui étaient orientés vers l'expérimentation. C'est intéressant de les repérer, ces personnes-là. C'est autant d'alliés, autant de personnes sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Vous allez pouvoir créer un collectif. Là aussi, ce qui est intéressant en regardant et en décelant ces comportements, eh bien, parfois, il ne faut pas réinventer la roue. Ces comportements, ils sont déjà présents, vous allez pouvoir les amplifier. Vous allez juste pouvoir les mettre sous un focus dessus, donc sous la lumière. Et c'est beaucoup plus simple pour un système, donc à un moment de grandir et de croître, en partant de ce qui est déjà là. C'est beaucoup mieux que de tout brûler et replanter. En plus, si vous brûlez, vous replantez, ça va pousser une fois, et après, vous n'avez aucune garantie que ça va repousser. Donc l'idée, c'est vraiment capitaliser sur ce qui est déjà dans l'environnement. La deuxième chose, c'est créer les conditions de vie. Qu'est-ce que j'entends par créer les conditions de vie? Si je file la métaphore donc, de la nature, ça revient à préparer le sol. Il y a un monsieur qui s'appelle Otto Scharmer, donc qui a beaucoup écrit sur la théorie U, qui a un référentiel que j'utilise. Souvent, quand on parle de la nature, on pense à la métaphore de la graine. On va planter la graine pour qu'elle pousse. Son propos, il se positionne encore un cran avant. Avant de planter la graine, l'idée, c'est de nourrir le sol. Et c'est parce que le sol a été nourri qu'il y a quelque chose qui va pousser. Donc l'idée, c'est de créer les conditions de l'émergence. Qu'est-ce qui va faire que vos graines d'agilité, de transformation vont pouvoir pousser? Donc, on en a parlé ce matin, c'est sur la keynote précédente, c'est la notion de sécurité psychologique. Charline en parlait dans cette salle aussi ce matin. Créer des espaces de partage et d'apprentissage. Ça peut être également de la formation, ça va être aussi du recrutement. Si vous avez quelques recrutements, essayez de faire rentrer donc, des personnes qui ont le comportement que vous attendez. Il faut travailler avec les RH sur les problématiques de transformation. C'est le premier endroit, et j'assume, je parle de noyauté. En tout cas, c'est de faire du lobbying. C'est si vous maîtrisez les flux d'entrée, tout ce qui est assessment, également tout ce qui est sortie, c'est intéressant. Donc ça va vous permettre d'influer sur le système. Donc c'est la notion de bordure qui est primordiale. C'est tout ce qui est interaction, votre système avec l'extérieur. L'étape suivante, elle vise à designer. Donc vous avez votre organisation. L'idée, ça va être votre sol, c'est-à-dire les personnes qui sont dans votre organisation, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs envies. On pense quasiment toujours, enfin on est coach agile quand même, ou coach, on va s'intéresser aux personnes. Donc ça, on va leur demander. Au niveau des personnes, on le fait. Là, on pense moins souvent, c'est au niveau du système. De quoi elle a besoin l'entreprise? De quoi elle a envie? Au niveau de la culture, qu'est-ce qui est encouragé ou pas? Et il y a un point pour lequel on n'exploite, moi, pas assez, c'est les systèmes qui sont connexes. Ok, vous êtes dans les équipes de développement logiciel, mais les départements à côté, c'est quoi leurs envies, c'est quoi leurs besoins? Parce que vous allez la faire, votre transfo agile. Tout le monde va être d'accord, content, vous faites bien les choses, il y aura de la valeur. Mais qu'est-ce qui vous dit que les partenaires à côté ils vont s'y retrouver? Peut-être même que vous allez les mettre en tension. Parce que vous allez leur dire, ouais, on veut livrer plus vite. Mais peut-être que leur propos, à eux, ce n'est pas de livrer plus vite. Leur propos, c'est peut-être de faciliter donc, le déploiement, de faciliter la montée en compétences. Donc là, l'invitation, c'est vraiment de s'intéresser à qu'est-ce qui pourrait avoir de la valeur pour les autres. C'est quoi également leurs contraintes? Une fois que vous pensez plus globalement d'un point de vue systémique, ça va vous créer plein d'opportunités. Vous allez peut-être même pouvoir mobiliser des ressources à l'extérieur.
vous allez peut-être pouvoir satisfaire des clients à l'extérieur qui vont être autant d'alliés et qui vont vous permettre d'avoir un entraînement derrière. Et la dernière, elle est primordiale, c'est expérimenter. Si vous designez, donc vous concevez plein de systèmes, si des nouveaux rôles et vous ne faites pas tourner la machine, ça ne sert à rien. Et c'est cette expérimentation qui va vous permettre d'apprendre par la suite. Troisième chose qui m'apparaît comme primordiale, c'est d'accepter les cycles. Alors qu'est-ce que j'entends par accepter les cycles? C'est respecter les saisons. On en a parlé tout à l'heure, il y a 4 saisons, donc on fait la permaculture donc agricole, mais il y a certains moments qui ne sont pas propices donc, à un changement. Si l'organisation donc, est sous stress, mais à un stade où elle est paralysée, ça va être compliqué de demander aux gens de sortir de la zone de confort. A contrario, et c'est le paradoxe, ça peut être une crise pour l'entreprise, mais il y a une impérieuse nécessité à bouger. Moi, les résultats les plus probants que j'ai eus, c'est en période de crise. C'est en 2008-2009. Donc on a une crise économique. Donc il y avait une nécessité à changer la façon de travailler. Donc moins de ressources dans les équipes. On ne remplaçait pas les postes. Donc de la solidarité. Donc le fait de travailler les métiers, travailler donc ensemble. Faire des arbitrages forts. Essayer d'avoir le maximum de valeur. Actuellement, on est dans une période de crise. Je pense que c'est un momentum qui peut être favorable pour changer les choses. Mais à contrario, il y a des périodes qui vont être beaucoup plus compliquées. Et là, il faut peut-être accepter de rester, alors pas complètement en sommeil, ou en tout cas de ralentir. Je parlais de ralentir, il y a des rythmes aussi. Donc en fonction des opportunités ou des freins qui se passent, parfois vous allez accepter de ralentir, et parfois au contraire vous allez accélérer. Il y a une formidable opportunité qui passe. Ce qui n'est pas une option, c'est d'accélérer tout le temps. Il y a quelques années, j'avais un manager qui voulait absolument pointer, imposer qu'il y avait une rétrospective tous les 2 semaines avec 3 actions. Alors, ok, quand on fait ça sur 3 mois, 6 mois, pourquoi pas, mais quand ça fait des années, peut-être qu'il faut accepter parfois que l'équipe ne fasse pas de rétrospective et même qu'elle fasse 1 mois à blanc, sans faire de sprint, qu'elle se repose, qu'elle fasse du refacto, une reconfiguration de l'équipe parce qu'on change de stack techno. On ne peut pas sprinter tout le temps. Et c'est pour ça que cette notion de la course à la vélocité où chaque itération, il faut faire mieux, et cette course à l'amélioration continue, pour moi, elle peut conduire au terrain aride qu'on a vu au début. Donc il y a un rythme à respecter. Créer des périodes de jachère. Donc c'est créer des périodes où on ne fait rien. On accepte tout simplement, on envoie toute l'équipe en formation. C'est l'été. Ok, mais c'est pas grave. Peut-être pendant 2 mois, on finalise donc livraison client, on livre les bugs, mais on ne peut pas courir tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est sur ces périodes-là, on va embarquer les petits jeunes, on va faire du pair programming, et ça va nous rendre robustes pour l'avenir. La 4e, c'est favoriser les synergies. Je vous ai parlé des bordures. Donc l'idée, c'est de les exploiter, c'est repérer à ces endroits donc, où les membres de votre équipe vont rencontrer les membres d'autres équipes. C'est le moment où vous allez accueillir le petit nouveau, vous allez demander le rapport d'étonnement. C'est le moment où vous allez envoyer les gens en conférence. C'est le moment où vous allez faire des benchmarks. Donc c'est des choses qu'on essaie de faire à l'Ectra régulièrement. On en a fait avec pas mal d'entreprises, c'est d'aller voir ce qui se fait chez Thales et vice-versa. Il y a très longtemps, donc les gens venaient nous voir pour voir ce qu'on faisait autour de l'agilité. En y retournant 10 ans plus tard, vous allez vous rendre compte que à l'époque, ils vous expliquaient que ce que vous faisiez, c'était super, et 10 ans plus tard, vous vous rendez compte qu'ils font 10 fois mieux que vous sur certains domaines. On a toujours à apprendre des autres. Et un autre mécanisme, quand vous exposez vos collaborateurs à des choses qui sont faites à l'extérieur, bizarrement, c'est beaucoup mieux entendu ou se l'approprie plus que si c'est vous qui leur expliquez. Donc sur un ton docte, comme on peut le faire, comme je le fais actuellement en conférence ou en cours. Donc le vivre par eux-mêmes, c'est mieux. Installer des nouveaux modes de collaboration. Pourquoi les pratiques d'intelligence collective, c'est-à-dire les cercles de parole, les forums ouverts, ont rencontré autant leur public et valeur? C'est parce que vous allez avoir donc des conversations qui vont faire émerger plein de belles choses. Là, il y a une citation que j'utilise beaucoup, c'est « Le changement est une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur ».
C'est Tom Peters, un consultant. Il n'a pas dit que des choses, j'allais dire intelligentes, c'est un jugement de ma part. Mais en tout cas, ça, j'y crois profondément. Une idée qui vient de l'intérieur de l'équipe, elle va être adoptée beaucoup plus facilement. C'est la notion de co-construction, construire ensemble. Donc, créer des espaces de co-création et de co-élaboration. C'est des choses qui me paraissent clés. Il y a une autre citation que j'aime beaucoup, c'est « Les gens soutiennent ce qu'ils contribuent à créer ». Quand c'est la création de toutes les personnes, que chacun a mis un petit bout donc de soi donc dans la création, va beaucoup plus loin. Ça explique le fonctionnement et la performance de certaines entreprises qui ont un actionnariat salarié qui est très développé. Alors, ça a des effets pervers, hein. C'est-à-dire peut-être une surimplication parfois. C'est des entreprises, je fais une parenthèse, où il y a beaucoup plus de burn-out que dans les entreprises classiques. En tout cas, cette mécanique, vous avez tout à gagner, donc à faire émerger de façon co-construite tout ce qui est produit ou tout ce qui est production de valeur par une équipe. C'était la quatrième chose. La cinquième, c'est créer une spirale d'apprentissage. Et la première des choses, si vous voulez créer une spirale d'apprentissage, c'est d'être attentif aux résultats et aux impacts. Déjà, la première des choses, c'est d'être au clair avec ce que vous recherchez. Il faut avoir une intention. C'est quels sont les premiers signes de performance ou de valeur que je veux avoir. Et c'est des choses qu'on va faire en appreciative inquiry. On va regarder donc dans le passé, mais on va regarder dans le présent et dans le futur. C'est quelles sont les belles choses que j'ai envie de retrouver. Et dès que je les retrouve, je m'en empare. Et je vais essayer de comprendre, ok, qu'est-ce qui nous a amené là? Et je vais le prendre et je vais essayer de le reproduire. Je vais être attentif également aux changements qui interviennent dans mon système. Je suis sur la transformation. Qu'est-ce qui a changé? Je vais le mettre en valeur. Il y a une mécanique que j'ai beaucoup utilisée, pareil, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, c'est ce qu'on appelle le popcorn flow. Alors, c'est un gros mot pour dire, c'est un tableau où vous allez suivre, un petit peu comme dans un Kanban, des expérimentations. Et dès qu'il y a quelque chose qui a la valeur, vous allez le stocker. Et souvent, les équipes ont l'impression que ça ne bouge pas. Il y a une dizaine d'années, j'avais une équipe qui était persuadée que jamais ça changerait. On a installé ce type de tableau donc, dans leur espace, et par eux-mêmes, donc ils ont tous les 15 jours, ils mettaient en place de nouvelles expérimentations. Et c'est 3 mois plus tard, je rappellerai toujours ce moment, il y a une personne qui n'était pas forcément la plus bavarde, celle qui prenait le plus de place, qui a dit « mais on a mis tout ça en place en l'espace de 3 mois ». Il y avait tout un ensemble de tickets autour de ça. Et c'est juste parce qu'on a pris soin, donc à un moment, de formaliser, d'être attentif à ces expérimentations, à ce qui avançait. Et après, en toute honnêteté, il y en a plein qui n'ont pas marché, hein, et qu'on a laissé tomber, et qui est resté dans un bac qu'on mettait à côté. Mais même si on réussissait que la moitié des expérimentations, c'était autant de choses qui concrétisaient un changement. L'idée, c'est de le rendre tangible. On le rend tangible parce qu'on est attentif, et on le rend tangible parce qu'on le rend physique. C'est un des concepts clés donc dans l'agilité, c'est rendre visible le flux de travail. Et c'est la même chose au niveau du changement, c'est rendre tangible le changement. Communiquer et partager, c'est des choses basiques, mais l'idée c'est vraiment de lister les succès. Je vous ai parlé donc, de ce popcorn flow. Quand c'est donc dans l'espace, peut-être une fois par quinzaine, en rétro, on se dit combien on a fait d'initiatives de changement, combien on en a mené jusqu'au bout. Et on célèbre. On célèbre. La joie, c'est extrêmement puissant. C'est une émotion donc on va partager, vous créez une émotion. L'émotion crée le souvenir. Donc quand on a fini quelque chose, on applaudit, on célèbre, on va boire des bières avec modération. Donc il ne faut pas hésiter donc, à jouer sur ce levier-là, sur le levier émotionnel. L'émotion, ça n'est pas sale. Donc, je reviendrai dessus quand je vous parlerai d'exemples de transfo culturel. C'est un des premiers leviers que nous, on a actionné. Et la dernière, c'est s'adapter encore et toujours. Et pour ça, il faut faire des expérimentations et surtout des feedbacks. Le chantier majeur qu'on a dans notre entreprise, c'est le développement donc, du feedback, notamment au niveau de nos managers. On est dans une culture qui est très exigeante. Alors, c'est filmé, bon, c'est pas grave. Mon PDG est un polytechnicien. Donc, vous lui demandez qu'est-ce qu'on a fait de bien. Une anecdote, c'était il y a quelques années, on a sorti une nouvelle gamme de machines.
Le développement était très compliqué, très challengeant, on avait des deadlines. Donc on a les équipes qui s'étaient arrachées. On avait donc une célébration autour de nos équipes commerciales et le PDG, avec l'ensemble du COMEX et une partie des administrateurs, ont profité pour faire une visite et des démonstrations du nouvel équipement qu'on avait développé. Les gens avaient travaillé jour et nuit, tous les week-ends avant. Et la machine fonctionnait. Et il était très heureux donc de ça. Et le soir, il y a la petite réception, donc il y a les prix qui sont remis aux commerciaux, et il y a l'équipe qui était épuisée mais satisfaite, parce que les administrateurs avaient trouvé ça génial, les membres du COMEX, et il y avait le PDG. Alors le PDG, il fait le tour. Il est très à l'aise quand les phases publiques et que c'est lui qui tient le micro, mais quand il est avec les équipes, pas tellement. Donc il arrive dans le groupe, fait la conversation, et donc je lui dis, je ne donnerai pas son prénom, mais tout le monde le connaîtra si vous connaissez ma boîte. Je dis, c'est la seule personne qu'on vous voit dans l'entreprise et nous vous voit. Et je lui dis, qu'est-ce que vous avez trouvé donc, de remarquable donc, dans les développements qui ont été réalisés, dans ce que vous avez vu de l'équipe? Parce qu'il avait dit qu'il était très fier de ce qui a été fait. Et là, il réfléchit et il dit, c'était bien à 99%. Et il a commencé à lister les 5 ou 6 points qui n'étaient pas parfaits. Et il a fini la conversation en disant, non, finalement, c'était bien à 95%. Je vous laisse imaginer la dynamique qu'il a installée. Il est parti, et là, le groupe qui s'était déchiré donc, depuis les 15 derniers jours donc, était au fond du seau. Donc, tout ça pour illustrer qu'aujourd'hui, un des leviers qu'on a, bien sûr, il faut faire des feedbacks d'amélioration, et pas de feedback négatif, feedback d'amélioration. Des fois, c'est des feed-forward, c'est aussi donner donc, des conseils, expliquer ce qui peut être amélioré, vous pouvez donner des conseils, mais également développer du feedback positif. Quand c'est bien et que c'est sincère, il faut le dire. Donc ça, c'est un axe que l'on a. Et je pense que si vous voulez aller vers un système qui est régénératif, c'est bien de se le dire, ça crée une émotion positive, ça crée de la sécurité psychologique. Quand vous vous plantez, vous savez qu'on va vous dire qu'il y a une erreur et du coup, c'est confort. Vous pouvez y aller, j'ai des garde-fous. Et quand c'est bien, on vous le dit. Donc, je peux y aller à fond. Je suis renforcé quand je vais dans la bonne direction. Donc voilà ces 5 leviers. Si j'essaie de vous donner un exemple concret de bout en bout, alors ça ne va pas être dans le développement logiciel parce que cette notion d'agilité, maintenant on essaie de l'exporter auprès de l'ensemble de l'entreprise, mais au niveau de la transformation culturelle, observez avant d'agir. La première des choses que l'on a fait, on a été accompagné par un cabinet, c'est d'essayer de faire un diagnostic culturel. Mais comment on l'a fait? On l'a fait en allant observer donc, le COMEX. On leur fait faire l'exercice, mais plus que l'exercice, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils interagissent entre eux. Le comportement donc, préféré et celui qui est très certainement à faire évoluer va se révéler. Donc on a été sur cette phase d'observation. Ensuite, on a essayé de créer les conditions de vie. Donc créer les conditions de vie, j'en ai parlé, c'est d'essayer donc, à la fois de nourrir donc, avec des benchmarks, c'est d'essayer de repérer les personnes qui étaient donc déjà favorables. Nous, ce qui s'est passé dans l'organisation qui a eu cette transfo culturelle, bien sûr, on a eu des consultants externes. Mais alors, tout de suite, on s'est tourné vers l'équipe de coach interne, parce qu'on accompagnait d'autres fonctions également de l'entreprise. Mais la première chose que nous, on a fait, on a casté des gens. Tous les gens qui nous paraissaient avoir le bon mindset et essayer d'en avoir un petit peu partout dans l'entreprise. On les a associés à l'équipe projet. Et la première chose, comme dans toute transformation qu'on a fait, on a construit donc, un système d'ambassadeurs. Donc on a bâti nos critères et sur la base du volontariat, on a demandé des gens qui étaient issus de toute l'entreprise et on les a embarqués un à un. Et on les a nourris. C'est-à-dire, on a fait des séminaires avec ces personnes-là, on les a dotés d'outils d'intelligence collective. Le propos, c'était de construire, de faire émerger ces comportements culturels qu'on voulait développer. Mais on a fait fond et forme. En faisant ça, on a fait ça avec des outils d'intelligence collective. Et on s'est assuré qu'à la fin de nos séminaires, ils étaient en capacité eux-mêmes de s'en servir en rentrant chez eux. On a nourri le système en faisant ça. On a accepté les cycles aussi. Donc il y a des périodes où c'est plus favorable. Nous, on sait que sur la fin d'année, on est en plein dedans. Donc novembre, décembre, le contexte économique n'est pas folichon. C'est illusoire de penser que vous allez pouvoir toucher les équipes commerciales. Vos ambassadeurs, ils ont un seul but, c'est de vendre. Les gens qui sont en face des clients aussi. Là donc, on a fait des acquisitions.
Donc on a embarqué, on a maillé 2600 personnes dans l'entreprise sur 3000. On a racheté des grosses startups, on doit embarquer 500 personnes supplémentaires. On le fera qu'en janvier. Janvier, février, mars, parce que c'est des mois qui sont favorables. Et oui, tant pis, ça ne va pas se faire en 6 mois, en 1 an. Ça fait 2 ans et demi qu'on y est. Et il y a des moments, de recul aussi. On a certaines de prises de parole qui sont maladroites de la part de notre direction. On sait qu'on va ramer pendant 3 mois. On va leur dire, faites preuve de bienveillance, de confiance, de collaboration. Et on va gérer ces crises. On va temporiser. Donc favoriser les synergies. On a ces communautés qu'on a créées volontairement. On va mettre en contact des gens qui viennent de pays différents, qui viennent de... Donc on a fait beaucoup d'acquisitions. Donc d'entreprises mères différentes, on va les mettre en contact. Et il se passe plein de choses. Favoriser les synergies, donc ça va être également donc, avec les différents strates de population. Une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a mis en contact notre PDG avec nos ambassadeurs ou nos membres du COMEX quand ils se déplacent, même quand ce n'est pas leur partie de leur organisation. Et surtout, créer une spirale d'apprentissage. Donc du feedback, le feedback pour nous, tous les ans, on sonde les collaborateurs qui partagent leurs frustrations et on les traite. Une grosse partie de notre activité sur la transformation culturelle, et on priorise ça quand il y a des frustrations dans certains départements, et j'ai des endroits où ce qui remonte, c'est 0% d'engagement. Parce que ça clash avec le manager. On descend sur la session, on l'anime, on se débrouille pour que la parole soit révélée et que ça soit traité. C'est comme ça qu'on fait avancer une culture. Ce n'est pas uniquement en mettant des posters sur les murs. Et oui, parfois il y a des paradoxes, oui, parfois il y a des comportements qui peuvent se révéler toxiques. L'idée, c'est de les nommer, les pointer et travailler dessus. Je passe rapidement, si le sujet vous intéresse, sur ça aussi, j'ai une conférence. Je voudrais finir par une conclusion. Il faut cultiver notre jardin. Est-ce que vous savez de qui est la phrase? Voltaire. Alors oui, dans la bouche de Maître Pangloss. Donc le propos, pour ceux qui se rappellent leur cours de philo, de français, de première et de terminale, c'est toute une philosophie pseudo-positive, Leibniz, et donc du coup c'est ça qu'il critique. Mais il finit en disant que oui, même si le monde n'est pas rose, le propos et l'intention, c'est d'essayer donc de saisir le contexte et de voir ce qui peut être fait avec les moyens, l'environnement et de façon respectueuse et durable. Et oui, quand il y a des catastrophes, on fait avec ces catastrophes. Et j'aimerais finir avec une invitation un peu plus personnelle, c'est le changement ne se décrète pas, il ne se pilote pas, il se cultive. Comme un jardin, ça demande de l'écoute, de l'observation, du soin, c'est-à-dire une intention à soigner, à prendre soin, et surtout du temps. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais vous remercier, et on peut passer aux questions. Ouais. Alors, je vous ai mis, les remerciements, je vous ai mis une petite biblio qui va derrière. Voilà, pour vos feedbacks, vous pouvez me les faire maintenant, et si vous avez des questions, je crois qu'il nous reste 2 minutes. Oui? Oui, je vais mettre les slides à dispo. Je les mettrai peut-être à dispo que la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que je fais Nantes, Marseille, et surtout, je vais prendre les feedbacks. Bon, après, je peux poster 3 fois la même chose, je m'en fous, c'est pour vous. Voilà. Donc, mais je les passerai aux orgas. Voilà. De manière générale, de toute façon, vous m'envoyez un petit message via LinkedIn, je vous les partage, je partage systématiquement tout ce que je fais. Oui? Oui. Développer la dernière partie avec des exemples concrets. Je prends. Ok. Qu'est-ce que je pourrais enlever du coup sur la première partie? Moi, j'aurais intégré les définitions dans l'explication de la deuxième partie. Il y avait 3 parties. La première partie théorique,
Excuse-moi. Si Ah, vous tu voulez, voulais. c'est pour les gens Ah. en live. D'accord. Bon, désolé. Je répondais à une remarque donc d'une personne qui s'était exprimée en disant ça peut être intéressant que sur la première partie qui était théorique où finalement on avait plein de définitions les unes à la suite des autres, il peut être intéressant de les intégrer directement à la vision que toi tu as donc de comment est-ce qu'on aborde finalement les transformations culturelles à ce moment-là finalement Très d'avoir bien. la liste de Au fur et à donc, mesure. au fur et à mesure personnellement c'est sûr Je prends. et avec moins de texte. Je prends. Mais moi j'ai beaucoup aimé, c'était intéressant et je suis d'accord avec, j'ai pas ton prénom, excuse-moi, Christelle, voilà. Et ça aurait été très intéressant d'être limite, d'avoir un peu plus de temps pour même identifier quels sont les autres éléments qui peuvent être faits dans les exemples que tu as donnés, qui ont été faits à l'écran. Non, parce que j'ai une conf d'une heure sur les dernières slides. Sur la transfo culturelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est pour ça Ok. Oui. Non. Pour ceux qui sont en distanciel, je vais attendre le micro. Une question, donc, bon, je te tutoie, on a travaillé un peu ensemble. On a travaillé ensemble. Donc, tu te dévoues pour la transformation bienveillante, enfin, le changement qui s'ouvre de l'intérieur, avec beaucoup de... Enfin, un polytechnicien quand même qui est à la direction et qui a besoin aussi de... comment est-ce que toi, tu arrives à te régénérer pour régénérer tout ce système et tous ces êtres humains que tu accompagnes? Mais déjà en venant ici. En venant ici, je me nourris beaucoup de l'extérieur, j'enseigne aussi pour ça. Je suis sur beaucoup de cercles d'échange et de pratique. C'est-à-dire tout ce que j'ai partagé avec vous, j'essaie de me l'appliquer. Donc je fais venir également donc, des gens en entreprise, je travaille avec des mentors, j'ai une supervision donc, externe. Il y a quelque chose que je fais depuis 20 ans, je choisis mes formations, donc pas en fonction donc, des apports, mais en fonction des personnes. Je crois beaucoup à cette notion d'altérité. Donc on est sur la terre de Montaigne. Donc Montaigne a une expression, il dit il faut voyager pour frotter son cerveau contre celui des autres. C'est ça qui nous fait grandir et qui, quelque part, nous améliore, nous altère. Je crois fondamentalement à ça. La première des choses, c'est que je m'applique donc, à moi-même. Et bien sûr, quand je suis en entreprise, je ne parle pas d'agilité régénérative. Je ne parle pas de permaculture humaine. Je fais, j'applique. Et les polytechniciens sont brillants, hein, parce que c'est filmé. Voilà. Mon entreprise a 52 ans, elle gagne de l'argent tous les ans. Donc, On entend ta motivation, ton envie. Est-ce que tu as rencontré de fortes résistances? je n'ai pas rencontré des fortes résistances, j'ai rencontré de l'intelligence. Vous savez pourquoi les gens résistent au changement? Ils sont tout simplement intelligents, ils ont des bonnes raisons donc, de résister au changement. Donc tout l'enjeu, quand tu es confronté à ça, c'est d'essayer d'être dans une compréhension de ce qui se joue. Qu'est-ce que les personnes pensent avoir à perdre, pour de vrai ou parce que c'est fantasmé. Et là, tu vas adapter donc, ta stratégie. Donc bien sûr qu'il y en a, bien sûr qu'il y en a. Mais là, c'est un principe de systémie. Si tu as de la résistance, plus tu pousses, plus ça résiste. Donc déjà, la première des choses, tu arrêtes de pousser, quoi. S'ils n'ont pas compris la première fois, ça ne sert à rien de le dire plus fort. Hein. Faut passer d'autres messages. Peut-être même, il ne faut plus passer de messages, il faut essayer de comprendre. Il y a une autre citation que j'aime beaucoup, donc de Stephen Covey, qui est c'est écouter pour comprendre, pas pour répondre. Après, tu peux répondre. Dernière minute, dernière question. Moi, ma question, c'est par rapport à cette conférence que tu viens de nous faire. Si tu avais une chose que tu voudrais qu'on garde de cette conférence, ce serait quoi? Je vais tricher deux. Ah. La première, c'est cette notion donc, de bordure. On est sur un système. Bon, on pourrait qualifier de système semi-ouvert. Donc, si vous voulez, pour qu'il y ait un changement, le plus souvent, il faut qu'il y ait une pression de l'environnement. Et souvent, c'est une pression externe. Quand cette pression arrive, là, l'idée, c'est d'essayer donc, de stimuler ces échanges donc, avec l'extérieur.
ça peut être en exposant les gens qui sont à l'extérieur à d'autres personnes, ou ça peut être en faisant rentrer donc, dans le système progressivement donc, des personnes. Et la deuxième chose, c'est des boucles d'apprentissage de feedback. Voilà. Il y a deux choses. Et, et la troisième, c'est la joie, c'est la célébration. Je fais une keynote au Mans sur ça au mois de février. Merci. Je vais m'arrêter là et je vais remercier donc, tous les gens qui ont permis la diffusion. Et je voulais vous remercier, vous, public, qui êtes restés jusqu'à la fin.